Pascal Cany, bonjour. Pour ceux qui ne vous Bonjour. connaissent pas, vous êtes ambassadeur aux investissements internationaux. C'est un poste auquel le président de la République vous a nommé en 2017. Vous êtes aussi le président de Business France. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, pareil, c'est une agence publique née de la fusion d'UbiFrance et de l'Agence française pour les investissements internationaux. Vous avez deux boulots. Elle est en charge de deux choses. Accompagner les entreprises françaises à l'export, mais aussi accueillir et accompagner des entreprises qui veulent investir sur le territoire national. Business France est partenaire de la 15e édition des États de la France, dont l'opinion est partenaire. C'est une manifestation qui va se tenir demain. Du fait de la Covid, c'est un événement qui va se tenir en 100% digital. C'est la règle aujourd'hui. Il s'agit d'un rendez-vous annuel où l'on débat des questions liées à l'attractivité économique de la France pour les investisseurs étrangers. Investir, c'est aussi votre métier, puisque vous êtes le fondateur et le directeur général du fonds de capital risque européen C4 Ventures ou C4 Ventures, selon qu'on soit en français ou en anglais. Avant la pandémie de Covid-19, le gouvernement français a mené de nombreuses réformes. Je pense notamment, par exemple, à la réforme du Code du travail, la loi Pacte aussi, qui visait à simplifier la vie des entreprises. Il en a entamé d'autres, la réforme des retraites, qui a été interrompue par la crise sanitaire. Tout cela a été salué par les investisseurs étrangers. Avec cette crise, est-ce que, cet effort de réforme n'est pas coupé dans son élan en termes d'attractivité ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2 ou 3 décennies, jamais la France n'a été le pays le plus attractif de l'Europe. Donc je pense qu'il faut saluer cela. Effectivement, on rend souvent cela, ou on essaie d'expliquer la raison de cet état de fait par les réformes qui ont déjà commencé avant avec un pacte de responsabilité, une conscience que l'entrepreneuriat était important. Et cela se joint aussi avec un vrai changement culturel. Il y a aujourd'hui, pour l'entrepreneur, et pour l'entrepreneuriat de manière plus globale, un vrai amour des Français, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs décennies. Donc je crois qu'on part d'une position de force, on part d'une position de force aussi pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais plus d'un quart des implantations industrielles se font en France, sur un échantillon de plus de 27 pays. Plus d'un cinquième des implantations d'innovation se font en France. Donc on part d'une position de force, la crise va changer les choses, à nous, et nous allons en parler, de garder ce leadership qui est extrêmement important puisqu'on génère plus de 2 millions d'emplois sur le territoire national avec ces entreprises internationales. Il y a un certain nombre d'études qui mesurent l'état d'esprit des investisseurs étrangers vis-à-vis de la France. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces études ? Il y en a une qui va notamment être publiée, rendue publique demain, lors des États de la France, qui a été menée par Ipsos. Quels sont les grands enseignements ? Elles font état de ce qu'il est finalement naturel d'entendre, c'est-à-dire de doutes, de projets que l'on va peut-être pas accélérer, on va un petit peu retarder leur mise en place, quelques abandons. Finalement, on pense que c'est moins de 20% des projets qui vont être abandonnés, parce que lorsqu'on n'a pas de visibilité et qu'on est dans un conseil d'administration ou dans une équipe de management, il est légitime qu'on souhaite et qu'on veuille prendre son temps pour décider. Vous savez, le temps de l'investissement est le temps long. Donc une décision aujourd'hui qui payera effectivement en termes d'emploi, de sites créés à l'horizon de 1, 2, 3, 4 années. Donc c'est tout ce que l'on entend, mais au global, il y a beaucoup de positivisme encore. Et puis, ils regardent le plan de relance. Ils sont plutôt sécurisés sur le fait qu'il n'y a pas de hausse d'impôts. Au contraire, très vite dans la crise, le ministre du Budget de l'époque, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ont clairement dit que l'impôt n'était pas la solution à la crise. Et ils le montrent concrètement avec cette baisse des impôts de production de 10 milliards qu'on leur reproche d'être trop petite aujourd'hui, mais qui est une fois encore une réalité. Alors là, on est sur le court terme. Effectivement, vous avez dit, le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Néanmoins, la réponse à la crise de l'exécutif, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron prononcé mi-mars, est-ce que plus tard, pour combler ce creusement des déficits de l'État, les déficits sociaux, on ne peut pas craindre un retour de manivelle fiscale, alors, dont seraient victimes les contribuables les plus aisés, mais aussi les entreprises? Est-ce que c'est une incertitude qui se nourrit dans l'esprit des investisseurs étrangers ? Je suis tout sauf un optimiste béat et naïf. Mais la réalité des choses, c'est que lorsque vous donnez un filet de protection à une économie comme on l'a fait, avec près de 13 millions d'employés qui étaient en chômage partiel, avec des PGE prêts garantis par l'État de plus de 100 milliards, et que l'on fait en sorte qu'on puisse passer la crise sans avoir remis en cause l'outil industriel et l'outil humain, on peut espérer que la France, qui depuis 2-3 années avait un taux de croissance supérieur à celui de l'ensemble de ses partenaires européens, une première en plus de décennies, ressorte de cette crise un peu moins, entre parenthèses, abîmée. Et j'aurais même donc le toupet de vous dire qu'on va sans doute sortir plus fort,
relativement de cette crise par rapport à nos concurrents. Il suffit d'aller voir ce qui se passe dans certains pays, et notamment l'Angleterre, mais aussi l'Italie ou l'Espagne. Vous allez évidemment me parler de l'Allemagne, pour se rendre compte qu'en réorientant l'épargne des Français vers 10 secteurs extrêmement stratégiques sur le futur, en embrassant réellement la révolution verte, je crois que le gouvernement fait le job et que nous, hommes d'entreprise, nous allons juger avec nos pieds, si je puis dire. On va voir si le marché domestique continue à être présent. Je vous rappelle que c'est la raison première des investisseurs étrangers pour venir sur le territoire, et si les talents sont toujours disponibles, qui est la seconde raison la plus importante pour des investisseurs internationaux de venir sur le territoire. Alors là, vous touchez du doigt une chose fondamentale. Le gouvernement s'occupe des réformes structurelles pour poser un décor, un canevas. Qu'est-ce que les investisseurs étrangers plébiscitent aujourd'hui en France? Pourquoi est-ce qu'ils viennent investir chez nous plutôt qu'ailleurs, notamment plutôt qu'en Allemagne? Vous savez que chez Business France, on suit cela de manière récurrente, puisque nous avons au global dans notre agence plusieurs dizaines de personnes qui parlent aux investisseurs de manière récurrente. Et que nous disent-ils? Ils nous disent que finalement, tout tient à 5 grands facteurs. Un, c'est avoir la qualité des plans de relance. C'est se dire, est-ce que l'État, quel qu'il soit, où qu'il soit en Europe, va continuer à supporter son économie et mettre de l'argent pour que cette consommation qui leur permet de vendre leurs produits continue. Deuxième idée, on parle de la qualité du marché domestique et de ses infrastructures. La France, là, a beaucoup à offrir. Et il faut le dire aux Français, nous avons sans doute parmi les infrastructures les plus brillantes, les plus pertinentes, et bientôt la 5G qu'il faut absolument faire, qui est un vrai outil de décision pour les investisseurs étrangers. On parle ensuite de la migration verte. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui que plus rien ne se fait sans que l'on rentre dans cette migration. Or là, concrètement, chez nous, dans l'univers qui m'intéresse, eh bien, on n'aura plus de financement des exportations sur des produits qui n'ont pas un bilan carbone extrêmement compétitif. Donc on délivre cela. On crée une finance verte avec des obligations vertes où la France prend un leadership européen. Et puis il y a un cadre réglementaire qui favorise ça aussi. On délivre après cette troisième promesse. On pense aussi surtout à la bataille des talents. Or là, à la faveur de la formation et des différentes réformes faites par le ministre Pénicaud, on pense qu'on met la bonne allocation de ressources pour pouvoir offrir les bons talents face, et ça c'est la 5e réforme, c'est-à-dire embrasser en fait la révolution numérique. Il faut bien comprendre qu'en moins de 6 ou 9 mois, nous avons gagné 3 à 5 ans de maturité numérique. C'est pour ça que les PME, les ETI se numérisent à une vitesse grand V pour rattraper notamment le retard que nous avions pris à l'égard de nos voisins allemands. Et donc, une fois encore, sans optimisme dévoyé, je peux vous assurer qu'on a beaucoup des bonnes réformes, la bonne attitude qui fait qu'au sortir de cette crise, dont on voit la fin à 21-22, on puisse être un peu plus fort qu'on y sommes rentrés relativement à nos concurrents. Sur le numérique, on rattrape notre retard par rapport à l'Allemagne, mais évidemment pas par rapport à 2 grands pôles que sont l'Asie et les États-Unis. Est-ce que le retard n'est pas irrémédiable? Est-ce que c'est vraiment en France, enfin en Europe et plus particulièrement en France, que ça peut se passer? Écoutez, il est clair que tous les gens qui pendant 20 années m'ont expliqué qu'il fallait créer le Google de l'Europe, continueront d'avoir tort. Si on met la barre à ce niveau-là, on a tort. Par contre, si on réfléchit différemment et qu'on reconnaît que peut-être les Européens n'ont pas pris correctement le tournant du PC, du web et de la mobilité. De l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais qu'aujourd'hui, au contraire, nous sommes en train de prendre les bonnes mesures pour prendre le tournant du cloud, où on déporte l'ensemble de la puissance de calcul et de l'intelligence dans ce fameux nuage, ou que l'on le déporte sur l'intelligence artificielle, eh bien peut-être que le constat sera un petit peu plus équilibré. Il est clair que sur les 20 grandes capitalisations mondiales, aucune entreprise européenne n'est présente. Il est clair que l'économie des plateformes, aujourd'hui, ne sied pas bien encore aux Européens. Mais les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est que malgré la crise, on continue à investir dans nos startups, dans nos sociétés de croissance, que finalement on a fait émerger plus de 67 unicornes en Europe et que notre commissaire européen, M. Breton, clairement parle de la naïveté de l'Europe qui ne doit plus être de cours dans le futur. Donc, sans une fois vous dire que je suis suroptimiste, je pense qu'on fait beaucoup de choses qui vont très bien. On se focalise par exemple sur une dizaine de segments extrêmement clés, cybersécurité, biotechnologie, le cloud, qui fait qu'en mettant toutes nos ressources ensemble, en étant mieux alliés par une Europe plus forte, on devrait y arriver. Donc il ne faut pas s'attendre à créer un GAFA européen, encore moins français. En revanche, le salut viendra de nombreuses PME, ETI qui vont grandir, avec le concours éventuellement de capitaux étrangers. Oui, mais il faut surtout comprendre l'économie des plateformes. Il y a aujourd'hui de plus en plus de choses qui montrent que finalement, vous savez, c'est cette métaphore que j'utilise peut-être trop souvent, mais qui dit les Natous, qui sont-ils? Ce sont les Netflix,
les Airbnb, les Tesla et les Uber de ce monde. Qu'ont-ils de commun? Ils n'ont aucune technologie réelle. Ils déposent très peu de brevets. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont fait qu'une seule chose. Ils ont un petit peu disrupté, ce terme bâtard, l'économie existante. Par contre, ils ont créé beaucoup de valeur en tirant parti des plateformes des fameux GAFAs. Eh bien, c'est à nous, Européens, de créer nos propres NATOS. C'est à nous de comprendre l'économie de la plateforme et de la faire naître. Aiden en Hollande, Spotify un peu plus haut dans le nord de l'Europe montre cela. Chez nous, plus proche de cela, Doctolib le montre aussi. Donc je pense que, sans vous dire qu'on y est, à l'horizon d'une décennie, on a pris nombre des bonnes décisions. Et puis, il faut aussi un tout petit peu, juste assez réguler, encadrer les excès que font ces plateformes. Alors justement, réguler, ça peut passer aussi par cette fameuse taxe GAFA que veut mettre en place la France. Elle est un petit peu isolée sur ce sujet-là. Elle espère le concours de Joe Biden, on va en parler dans un instant. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est vraiment bon pour l'image de la France, cette taxe GAFA? Est-ce que ça ne peut pas faire peur? C'est toujours ce vieux démon fiscal qui revient. On va continuer à faire peur aux investisseurs étrangers lorsqu'on parlait de régulation. Lorsque l'on n'aura pas ce fameux red tape, c'est-à-dire un État qui est agile. Cet État, il bouge, c'est la fameuse loi ASAP. Cet État aujourd'hui a eu le mérite, avec la taxe GAFA, de mettre le sujet sur la table de manière extrêmement claire. Et sans se leurrer sur peut-être qu'à la fin on n'arrivera pas à une taxe GAFA, il y a, que ce soit ici en Europe ou définitivement aux États-Unis, et c'est important, une vraie demande de la société américaine pour plus de régulation sur la protection de la vie privée, sur la gestion des données privées. Et donc ça, avec une taxe GAFA ou une forme différente, vont conduire à une forme de régulation. Parce que finalement, ces 4 GAFA dont vous parliez, les 4-5 GAFAMS dont on parle, sont simplement des entreprises excellentes. Et je suis bien placé pour le dire. Mais elles le sont essentiellement parce qu'elles performent bien et qu'on n'a pas un cadre régulatoire qui leur permette d'éviter quelques excès. Donc notre job à nous, c'est de faire un minimum de régulation, faire émerger notre acteurs et puis surtout se projeter vers le futur et tirer parti de cette révolution dont on parlait, l'intelligence artificielle et le cloud. Un mot pour la fin. Vous avez, dans votre vie, vous avez aussi travaillé chez Apple, donc vous connaissez très très bien les États-Unis. L'élection de Joe Biden, qu'est-ce que ça va changer pour l'économie américaine, l'économie mondiale? Et par ricochet, qu'est-ce que ça peut apporter à la France? Je vais peut-être vous répondre par une anecdote. Le changement plus important, c'est par exemple la nomination de quelqu'un d'aussi senior que M. Kerry sur le climat. Ça s'est fait il y a 24 heures. Ouais. Et je crois que là, ça illustre la possibilité d'avoir des Amériques ou des États-Unis qui reviennent dans une logique de multilatéralisme et vraiment cette prise de conscience liée aussi de leurs propres soucis. Je vous rappelle que la Californie a brûlé pendant plusieurs mois et continue à le faire aujourd'hui et la décision la plus importante. Pour le reste, quitte à vous décevoir, je ne crains de vous dire que ça ne change rien. L'économie, la résilience de la société américaine font que, quels que soient les présidents, ils passent et ils repassent et ils continuent à créer cette économie qui a délivré depuis plus de 2 ou 3 décennies 3, 4, 5% de croissance, qu'il faut rendre plus verte, moins forte en carbone et plus acceptable par le reste du monde. Pascal Cagny, merci beaucoup et rendez-vous donc pour cette 15e édition des États de la France qui sera à suivre en direct. 15e édition créée par Denis Derriaki, que je veux saluer ici parce qu'il a, avec un étendard pendant 15 années, défendu l'attractivité de notre pays. Merci. Et ça sera en direct sur LCI. Absolument. Merci.